C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les 6 mois de la guerre au Soudan. Ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut. Des civils pris entre deux feux, celui du chef des paramilitaires et du général au pouvoir, Abdel Fattah al-Burhan. Une guerre qui a des conséquences au Darfour. Notre envoyé spécial se trouve à la frontière de cette région. Nous l'écouterons dans un instant. La levée de l'état de siège dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont marquées par des violences perpétrées par des milices, principalement les ADF et le M23. Cette décision intervient à 2 mois de la présidentielle. Reportage et réaction dans ce journal. Et puis la Cour de justice de la CEDEAO ordonne la libération de plusieurs anciens ministres de l'ancien président guinéen Alpha Condé. Ils sont détenus depuis avril 2022 et sont poursuivis pour détournement de deniers publics par la justice guinéenne. Les détails à suivre. On commence donc par ce triste anniversaire. 6 mois de guerre au Soudan sans que les civils ne puissent voir le bout du tunnel. Un conflit qui a des conséquences sur la région déjà meurtrie du Darfour. Les milices ont désormais le champ libre pour massacrer les civils. Notre envoyé spécial Bastien Renouille se trouve à la frontière de cette région où une épuration ethnique est en cours. Derrière moi, les civils d'ethnie massalite meurent. Je suis à une trentaine de kilomètres d'El Djenina, la capitale du Darfour occidental, où se sont déroulés les principaux massacres au cours des derniers mois. Ces massacres, ils ont été commis par les forces de soutien rapide et par les milices locales qui leur sont alliées. Et je peux d'ailleurs les voir à quelques centaines de mètres derrière moi, à bord de leur véhicule. Ces membres de tribus arabes s'en prennent à l'ethnie massalite, une tribu africaine. Ils ont tué des centaines, voire des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans la ville d'El Djenina. L'ONU a par ailleurs dénoncé la création de fosses communes pour enterrer à la va-vite les corps de toutes leurs victimes. Ces fosses communes, j'ai pu retrouver un témoin, une personne qui a participé au ramassage des corps dans la ville d'El Djenina, qui les a entassés à l'arrière d'un camion. Il témoigne à visage caché afin de protéger certains membres de sa famille qui sont toujours restés dans la capitale du Darfour occidental. Tous les matins, on commençait par rassembler des corps à l'extérieur de la rue. Tout d'abord, il fallait les compter. Il y en avait 50, 60, 70, en fonction des jours. Il était interdit de prendre des photos. Nous pouvions seulement travailler et rien d'autre. Nous chargions les corps dans un camion, les uns sur les autres, comme des marchandises. Il y a une fois où il y avait 80 corps dans le camion. Nous avons demandé, allez-vous les enterrer comme il faut, chacun dans une tombe? Ils nous ont répondu, non, nous allons les mettre tous ensemble et nous allons les recouvrir de terre. Nous avons demandé où ils allaient les enterrer. Ils n'ont pas voulu nous répondre. Pour échapper aux violences, 423 000 Soudanais ont franchi la frontière avec le Tchad. 200 000 sont réfugiés ici, dans la ville d'Adré, où je me situe actuellement. Ils vivent dans un camp de réfugiés, dans des abris de fortune. Ils n'ont pas assez d'eau, pas assez de nourriture. Alors certes, ils ont échappé aux violences, mais leur situation reste extrêmement préoccupante. Le système de santé ici est défaillant et les ONG n'ont pas assez de moyens pour pouvoir leur venir suffisamment en aide. Pourtant, il est extrêmement important d'apporter de l'aide à ces populations. 85% des femmes et des enfants, ils ne peuvent pas retourner dans leur pays sous peine de risquer la mort. Voilà pour ce témoignage exclusif et ces réactions recueillies par notre envoyé spécial Bastien Renouille. La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la libération de plusieurs anciens ministres d'Alpha Condé. Ils sont poursuivis pour détournement de deniers publics par la justice guinéenne. Leurs avocats ont salué une victoire. La correspondance régionale de Sarah Sakou. Ibrahima Kassori Fofana, ancien Premier ministre, Mohamed Diané, ex-ministre de la Défense, et Oye Guilavogui, qui était à l'environnement, ces 3 dignitaires du régime déchu d'Alpha Condé ont donc vu la Cour de justice de la CEDEAO trancher en leur faveur contre l'État guinéen. Selon leurs avocats, la juridiction régionale juge leur détention arbitraire, demande leur libération et a également condamné l'État guinéen à leur verser $10 000 de dommages et intérêts à chacun. Des mesures qui devrait intervenir immédiatement selon la défense. Ce n'est pas pour rien que la Cour de justice est allée jusqu'à dire que nous faisons injonction à l'État de Guinée d'avoir au plus tard dans les 3 mois à nous dresser un rapport pour nous informer de l'état d'exécution
des mesures qui ont été prises, notamment la libération immédiate, parce que la détention arbitraire, notamment la remise des titres de transport, parce que c'est des titres de transport qui étaient réquisitionnés, qui les empêchent d'aller et de venir, et qui font qu'ils ne peuvent même pas aller se soigner, et enfin de tirer conséquence de ce que, dès l'entame de ce procès, le procès est inéquitable puisque la présomption d'innocence des mises en cause a été violée. De leur côté, les autorités guinéennes n'ont pas encore réagi à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et puis toujours en Guinée, une dizaine de journalistes a été interpellée ce lundi par les forces de l'ordre. Ils s'étaient mobilisés à l'appel du syndicat de la presse de Guinée pour dénoncer des atteintes à leur liberté. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. La manifestation a été réprimée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Sur place, 13 journalistes ont été interpellés, parmi eux 3 blessés. Leur matériel de travail endommagé. Ils ont été embarqués dans des véhicules de la gendarmerie en direction du commissariat central de Kaloum au centre-ville de Conakry avant d'être transférés devant le tribunal de première instance de Kaloum pour être auditionnés par un juge. Le bureau du syndicat de la presse demande la libération immédiate de ces journalistes. On était venus manifester pacifiquement, mais brutalement, on a été encerclés par les forces de l'ordre qui nous ont dit que la manifestation est interdite. On a dit non et ils nous ont repoussés. Et entre-temps, ils nous ont lancé des gaz lacrymogènes et certains de nos conseillers ont été blessés suite à l'effet de la balle du gaz lacrymogène et d'autres ont été arrêtés. Le SPPG, la CNTG et l'AMDH exigent la libération immédiate et sans condition des journalistes interpellés sans motif valable. Le syndicat de la presse de Guinée avait appelé à cette marche pour réclamer la levée des restrictions imposées au site Guinée-Matin, inaccessible en Guinée depuis mi-août. Depuis, aucune explication sur ce blocage n'a été donnée par le gouvernement guinéen. La Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Robert Begré Mambé, le gouverneur du district d'Abidjan et ancien patron de la commission électorale indépendante. Il a été nommé ce lundi. Il devrait former un nouveau gouvernement dans la semaine, une nomination qui intervient à 2 ans de la prochaine présidentielle. On part à présent en République démocratique du Congo, où à 2 mois de la présidentielle, le président Félix Tshisekedi a annoncé une levée progressive de l'état de siège, un régime d'exception en place depuis plus de 2 ans dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula et de Justin Kabumba. L'annonce fait la une des journaux à Kinshasa. Dans un message adressé aux Congolais, le président Félix Tshisekedi a déclaré une levée progressive et graduelle de l'état de siège. L'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. Depuis plus de 2 ans, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous ce régime d'exception. L'administration civile a été confiée aux autorités militaires et policières. Dans certains territoires, un couvre-feu était instauré. À Goma, capitale du Nord Kivu, la décision du chef de l'État est un soulagement. Nous sommes vraiment très égayés par cette mesure. Nous sommes déjà libres. Nous allons au moins encore continuer ou faire encore nos activités comme d'habitude. Toutes ces mesures qui ont été prises, nous n'avons pas vu les retomber parce que nous disons que la population reste dans l'insécurité totale. Instauré pour tenter de ramener la paix dans ces provinces, l'état de siège n'a pas permis de stopper les violences des groupes armés dans l'est du pays. En août, ce député de la coalition au pouvoir avait participé avec d'autres acteurs politiques à la table ronde d'évaluation de cette mesure d'exception. Tous étaient déjà favorables à une levée totale de l'état de siège. La mesure, elle est bonne. Je note là-bas la flexibilité du président Tshisekedi, sa sensibilité par rapport à la demande pressante de la population et des élus.
mais aussi de la prudence dans la gouvernance sécuritaire, parce que la situation reste fragile à l'Est, il faut l'avouer. Mais le souhait, c'est qu'avant les élections prévues le 20 décembre 2023, que nous n'ayons plus d'état de siège, par exemple, au Nord Kivu et à Ituri. Cette annonce du président Tshisekedi intervient alors que les combats ont repris début octobre dans certains territoires du Nord Kivu, après plusieurs semaines d'accalmie. Ces affrontements opposent des groupes armés locaux et les rebelles du M23. Ils ont déjà causé la fuite de plus de 80 000 personnes, selon les Nations Unies. On part à présent en Tunisie où l'opposition à Kais Saïed se dit de plus en plus muselée. Le 15 octobre dernier, des milliers de soutiens à l'opposante Abir Moussi se sont rassemblés à Tunis. La présidente du parti destourien, libre et fervente anti-islamiste, avait été arrêtée alors qu'elle venait déposer un recours contre un décret présidentiel. Elle est accusée entre autres d'avoir tenté de renverser le gouvernement. Son nom s'ajoute à la longue liste des détenus politiques. Reportage de Lilia Blaise et de Hamdit Lili. Cela fait 15 jours que l'opposante Abir Moussi est en détention. Ce dimanche, les partisans du Parti destourien libre sont descendus dans les rues de Tunis pour réclamer la libération de leur leader. Elle pense que c'est un petit peu la rançon du combat politique, ce qui lui arrive, et qu'elle a confiance en la justice pour que vérité soit rétablie. L'instruction est encore en cours, mais ses avocats dénoncent un dossier vide. Il n'y a pas vraiment des chefs d'accusation bien fondés. Tous les faits et les données et les preuves qui existent dans le dossier, vraiment, il n'y a pas quelque chose de biton. Abir Moussi était l'une des dernières voix critiques du régime de Kais Saïed, encore en liberté. Elle a désormais rejoint en prison plus d'une vingtaine d'opposants, accusés pour la majorité de complot contre la sûreté de l'État. Leur famille, ici dans ce local d'un parti d'opposition, dénonce une prolongation arbitraire des détentions. Aujourd'hui, on n'a plus aucun choix que d'aller dans des formes de lutte extrême, comme la grève de la faim, les sit-ins, pour la simple raison qu'on a des détenus politiques, des leaders politiques qui sont détenus dans un dossier où il n'y a pas de crime. La justice tunisienne ne communique pas sur ces affaires et a même émis une interdiction d'en parler dans les médias pour assurer le bon déroulement de l'enquête. Aucune date de procès n'a été fixée. Un manque de clarté qui complique le travail des journalistes et des politologues. Que malheureusement la justice ne nous donne pas au moins les grandes lignes du dossier pour que les citoyens tunisiens qui suivent les affaires publiques voient s'il y a vraiment un complot envers l'État ou non, ou un début de preuve ou des débuts de preuve, oui ou non. Malheureusement, on n'a pas ces détails-là. Un contexte tendu à quelques mois d'une élection présidentielle qui doit se tenir fin 2024. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Khalid Aussi, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et merci à vous pour votre fidélité. Vue de France. Vue de France, c'est le rendez-vous incontournable pour suivre toute l'actualité française. Dans Légendes urbaines, les grands artistes de la culture urbaine se confient et se révèlent comme vous ne les avez jamais vus. Pas de quartier donne la parole aux habitants des banlieues françaises. Le Paris des Arts vous emmène à la rencontre des musiciens, sculpteurs, cinéastes, écrivains, tous ces artistes qui façonnent les arts à travers le monde. Vous êtes ici, gastronomie, architecture, littérature, la palette des talents français n'a pas fini de vous surprendre. C'est en France, parcours l'Hexagone pour mieux comprendre le quotidien des Français. Vue de France, à retrouver tous les jours sur France 24 et france24.com.